Cette fois, c'est vraiment terminé. Nous ne vivrons probablement plus jamais dans nos vies les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques chez nous dans la capitale française à Paris. J'espère que vous avez profité de chaque minute, de chaque instant, de chaque émotion, de chaque médaille, de chaque athlète, de chaque petit moment iconique. Parce que vraiment, c'était fou, c'était incroyable, on s'est régalé. Je ne vous cache pas que moi, personnellement, je ferais bien un petit retour en arrière, vous savez, ce petit reset là pour revivre ces instants une dernière fois. Mais bon, on a fait plein d'émotions, plein de souvenirs. Il nous restera quand même ces petites vidéos pour nous rappeler l'émotion qui était la nôtre justement au moment où on a tourné, l'émotion qui était la nôtre au moment où on a vécu ces Jeux Olympiques et Paralympiques, et on les regardera, j'espère, dans quelques années avec fierté, en se remémorant tous ces moments, en parlant et en discutant autour de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 2024, ça restera une année historique, à jamais, gravée dans le marbre. Et nous, aujourd'hui, on va rendre hommage à tous nos judokas paralympiques, à tous nos athlètes paralympiques, celles et ceux qui nous ont rendus fiers, et qui nous ont fait vibrer tout au long de la semaine paralympique. Avant de dérouler sur ces Jeux para, justement, je voudrais d'abord vous rappeler à quel point le judo œuvre depuis quelques années maintenant pour le handicap et pour intégrer tous nos athlètes en situation de handicap dans les structures et dans les clubs. C'est vraiment main dans la main qu'on avance tous ensemble et c'est une grande réussite. C'est pas le cas dans tous les sports, donc je pense que c'est important de le mentionner et d'en être très fier et très reconnaissant. Et j'en profite justement pour saluer Antoine Haïs, qui est le directeur du para-judo et qui lui œuvre bien souvent dans l'ombre pour que le sport adapté puisse être reconnu à sa juste valeur et mettre en avant aussi tous nos champions qu'on voit et qu'on devrait voir encore davantage. Il faut savoir qu'en judo, les compétitions para, elles existent depuis le niveau départemental et qu'il y a tout un circuit qui est fait pour le sport adapté et pour le para-judo. Donc vraiment, tout au long de l'année, les judokas en situation de handicap s'y retrouvent et peuvent pratiquer leur art martial et leur sport. Elios Lachumanaya, par exemple, lui, il va aussi participer au championnat de France première div, par exemple, comme Amadou Meïté, qui participe lui aussi bien régulièrement aux compétitions avec les autres. Et même dans les pôles, aujourd'hui, on retrouve des judokas en situation de déficience visuelle, par exemple. Ça se fait de plus en plus. C'est pas encore parfait, bien sûr, mais on est dans la bonne direction, on œuvre dans la bonne direction et je pense qu'on est vraiment sur le bon chemin pour faire progresser ce sport adapté et c'est vraiment un enjeu très important de notre sport mais surtout de notre société. Nous, au judo, comme je vous le disais, on a beaucoup de handicaps visuels et auditifs. C'est la majorité des sportifs en situation de handicap. Maintenant voilà, l'idée ce serait de pouvoir ouvrir le judo aussi aux autres handicaps, de rendre la pratique accessible à tous de différentes manières. C'est important de faire cet état des lieux pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'environnement du judo et du para-judo en France. On est quand même fiers de travailler dans la bonne direction et main dans la main avec les clubs, ça c'est génial. Passons à notre vidéo maintenant et à notre sujet. Comme ça a été le cas pour la vidéo justement sur les Jeux Olympiques, on va décomposer point par point pour que vous puissiez vous y retrouver et on va commencer tout de suite avec le premier point, le côté historique de ces Jeux Paralympiques, car oui, nous avons vécu un moment d'histoire, comme je vous le disais, gravé dans le marbre à jamais. C'était un des engagements d'Anthony Estanguet avant l'échéance, c'est de rendre ces Jeux Olympiques et Paralympiques le plus inclusif possible. Je pense que la mission elle a été accomplie. On va commencer par la couverture médiatique si vous le voulez bien. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi. On a quand même vécu des Jeux qui ont été aussi médiatisés, que ce soit pour les Olympiques ou pour les Paralympiques. Il y a vraiment une couverture égale, je trouve. Déjà France Télévisions qui a retransmis 24/24 et il faut les en féliciter et 7 jours sur 7 les Jeux Paralympiques. Ça n'a pas toujours été le cas, donc bravo à eux. Habituellement, on sait qu'il y a toujours une chute d'audience sur les Jeux Paralympiques. Voilà, là c'était vraiment l'ambition de couvrir l'événement de manière la plus complète possible. Et le pari il a été réussi parce qu'il y a eu quand même 50 millions de personnes qui ont suivi ces Jeux de Paris à un moment donné ou à un autre à la télévision. Donc c'est juste énorme. Et pour la cérémonie de clôture, c'est 7,7 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7,7 millions de personnes devant leur écran en train de regarder la cérémonie de clôture. C'est juste un truc de malade. Les Jeux Paralympiques du coup c'est une grande réussite et c'est pour ça que j'utilise le terme historique pour ces Jeux Paralympiques qui vraiment resteront à jamais. Là ça s'est ressenti aussi sur les sites paralympiques parce que les tribunes elles étaient quasiment pleines tout le temps. Une ambiance incroyable, je pense au CC Foot par exemple qui a un peu clôturé tout ça. C'était juste fou l'ambiance.
Et ben, ce sera notre deuxième point, cette ambiance magnifique entre les athlètes et le public français. Il y a eu une vraie communion, une vraie entente. C'était magnifique. Et là, je vous parle des sites. Mais il n'y a pas que les sites, il y a aussi le Club France. Alors le Club France, c'était juste une dinguerie, il y a toujours une ambiance de malade, mais je pense aussi aux fan zones, aux régions qui ont tout fait pour que ça puisse être suivi. Et voir l'engouement et la reconnaissance du public envers les athlètes, je pense que ça ne peut que les aider et les pousser à continuer à pratiquer leur sport de la plus belle des manières. Nous, on pense bien évidemment à Cyril Jonard qui a mis le feu au Club France, qui a mis le feu un peu partout après sa médaille de bronze. Lui qui est atteint du syndrome de Usher qui va en fait causer des déficiences visuelles, des déficiences auditives et parfois même des problèmes d'équilibre. Donc c'est pas forcément compatible avec la pratique sportive, mais lui il se bat, il arrive à dépasser un petit peu ces barrières-là et c'est juste un monstre de résilience et de courage. Donc bravo à lui qui n'entendait pas forcément le public, vu qu'il est sourd et déficient visuel également, il n'entendait pas forcément le public, mais comme il a dit en post-compétition, en interview post-compétition, il a dit « je ressentais en gros toutes les ondes et toute la chaleur du public, c'était juste un truc de dingue ». Donc un immense merci à tout ce public d'avoir fait vibrer l'enceinte, d'avoir fait vibrer les écrans et d'avoir fait passer ces sportifs d'un relatif anonymat à cette mise en lumière comme ça soudaine, et ça fait vraiment du bien et j'espère que ce ne sera pas un épiphénomène et que ça va durer dans le temps. Ces athlètes, bien évidemment, il faut qu'on en parle car ils sont les principaux artisans de nos souvenirs. Moi, j'aime à dire que ce sont des créateurs de souvenirs. Et oui, ils nous rappellent chaque fois qu'on a des yeux d'enfant et qu'on peut rêver nous aussi. Je vais commencer par ceux qui ont battu des records de longévité. Je vous parlais de Cyril Jonard il y a quelques secondes. Il est de la trempe de ceux qui nous font vibrer depuis des années maintenant. Record de longévité, il a un palmarès fou, 3 médailles paralympiques dont une en or, 10 titres mondiaux, 4 titres européens, 9 titres de champion de France. Et juste 20 ans entre sa médaille d'or à Athènes en 2004 et sa médaille de bronze à Paris cette année. Exemple de longévité et modèle de travail. Je ne sais pas si vous réalisez bien l'exploit que c'est de tenir 20 ans au plus haut niveau. Même sans être performant, hein. Tenir déjà c'est un exploit. Alors en étant aussi performant et en ayant des résultats, bravo à lui. C'est un exemple, nous, vraiment, un modèle à montrer dans toutes les écoles de judo. Il y en a une autre qui est exceptionnelle et c'est peut-être le visage du para-judo aujourd'hui en France. Bien évidemment, je parle de Sandrine Martinet, elle qui œuvre sans cesse également pour le sport adapté, pour le para-judo et qui elle aussi a un palmarès dingue, un titre paralympique et 4 médailles d'argent paralympiques dont celle de Paris, 3 titres mondiaux, 1 titre européen, 12 titres nationaux. Voilà, Sandrine elle est membre du PSG Judo et elle n'a cessé depuis des années de se faire un petit peu la voix du para-judo, du sport adapté pour demander des subventions, demander de l'aide, demander à ce que les conditions de travail puissent s'améliorer. C'est une personnalité hyper attachante, en plus d'être une judoka hors pair, bien évidemment. Et si vous ne le savez pas encore, si vous ne connaissez pas l'historique, Sandrine Martinez a été notre porte-drapeau paralympique aux Jeux de Tokyo en 2021 et c'est une immense championne, vraiment un monument de sa discipline. Je vais bien sûr citer tous les autres, en commençant par nos médaillés. Monsieur Elios Lachumanaya. Elios Lachumanaya, c'est un cœur immense, un cœur en or. Vraiment, c'est peut-être lui le nouveau visage pour le futur de la discipline, du para-judo, pardon. Voilà, c'est quelqu'un qui a un charisme extraordinaire, qui est un très fort judoka également. Lui, il visait l'or, hein, clairement, il était champion du monde, donc il venait avec de grosses ambitions. Il perd malheureusement en finale face à l'Ukrainien, mais c'est pas grave. Personne ne lui en veut, c'est une magnifique médaille d'argent et je suis sûr qu'il a profité de cet instant. Tout comme Jason Grandry, médaille de bronze dans la catégorie des plus de 90 kg, pareil. Lui, il était absent à Tokyo et il a réussi à se relever, repartir au combat, repartir à la guerre comme on dit. Et il décroche une magnifique médaille de bronze, donc modèle de résilience là encore. Et voilà, c'est un très très beau rebond pour Jason et c'est magnifique. Pour la délégation française, ça fait 4 médailles au total. On a quand même une très très grosse pensée pour les non médaillés, ceux qui ont bossé comme des fous pendant des années pour arriver performants sur cette échéance paralympique, mais qui repartent sans rien. Et ça, c'est la dure loi du sport, malheureusement. Je vais commencer par Nathan Petit. Nathan Petit, c'est un peu la triste histoire de ces Jeux parce que lui, il avait échoué au pied du podium à Tokyo et il venait... avec la ferme intention de se racheter et de changer ça. Malheureusement, il échoue encore une fois à la 5e place, alors qu'il a dominé le combat de la tête et des épaules. Il y a une action
où ça part pour l'adversaire et Samarco Azari, il n'arrive jamais à revenir et donc il échoue à la 5e place et il n'y aura pas de bronze pour lui. Voilà, c'est vraiment très très triste, mais je suis sûr qu'il va se remettre lui aussi au combat et au travail et revenir de la plus belle des manières, j'en suis certain. 5e place également pour Nasser Zorgani, pardon. Nasser, c'est la belle histoire un peu de ses jeux, hein. Lui, son histoire, elle est complètement folle. Le haut niveau en judo, il ne le connaît pas depuis très longtemps. Ça fait quoi, à peine 3 ans, je crois qu'il est en haut niveau judo. Il a fait tout plein de sports et plein d'arts martiaux. Et en parallèle, Nasser Zorgani, c'était la voix de la boxe olympique. C'est lui que vous entendiez pendant les combats. Il se fait les Jeux olympiques en tant que voix boxe et derrière il enchaîne sur le parajudo. Vraiment, je pense que lui, il a vécu un été extraordinaire. Même s'il n'y a pas la médaille, je pense qu'il garde des souvenirs extraordinaires de cet été et que il l'oubliera jamais. Et nous, on n'oubliera jamais parce que vraiment personnalité extraordinaire et un très gros charisme lui aussi. Il y a Armindo Rodriguez qui fait 7, Priscilla Lézé et Anatole Rubin qui finissent non classés mais auxquels on pense bien évidemment. Une très grosse pensée pour eux et on les reverra très bientôt. Avant qu'on se quitte, je tiens à saluer grandement et à vraiment mettre l'accent sur tous les clubs français qui donnent à ces parajudokas l'occasion, l'ambition, la possibilité de travailler dans les meilleures conditions, qui mettent tout en œuvre. Je pense bien évidemment à Sainte-Geneviève, on pense à la Limoges, l'AS Bourg-la-Reine, sans oublier le Dojo Romanais, le Dojo Nantais, le Valois SC et bien évidemment le PSG Judo de Sandrine Martinet. Voilà, ça leur permet d'évoluer dans les meilleures conditions, de les intégrer dans les structures et juste de partager avec tous les autres judokas parce que ce sont des judokas comme les autres. Et donc merci à tous ces clubs-là. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Voilà, c'est fini. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. On a encore plein de sujets à aborder. On a une liste longue comme le bras, donc ne vous inquiétez pas, on se retrouve très très vite. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Prenez soin de vos proches, de vos amis, de votre famille et surtout pratiquez le judo. Et on se retrouve très 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 bientôt. Pensez à un like, commentaire, partage, abonnement, tout ça c'est hyper important. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao ciao l'équipe.